Bienvenue sur Sleepodo. L'histoire va commencer dans quelques secondes. Un livre audio original et mystérieux de Sherlock Holmes, La Maison Inversée. Si vous aimez mes vidéos, merci de vous abonner à la chaîne et laisser un commentaire pour soutenir mon travail. L'histoire commence maintenant. Bonne écoute. Le brouillard d'octobre enveloppait Baker Street d'un voile grisâtre lorsque je descendis prendre mon petit déjeuner ce matin-là. L'année 1889 s'avançait vers sa conclusion dans une atmosphère automnale particulièrement mélancolique, et Londres semblait se recroqueviller sous un linceul de brume froide. Je trouvais Holmes déjà installé à notre table commune, scrutant avec une intensité inhabituelle une lettre qu'il tenait entre le pouce et l'index, comme s'il s'agissait d'un spécimen rare, nécessitant la plus grande précaution. « Ah, Watson !» s'exclama-t-il sans lever les yeux du papier. « Votre timing est impeccable. Dites-moi, mon cher ami, que savez-vous de l'architecture expérimentale ?» Je m'installai en face de lui, intrigué par cette question matinale pour le moins singulière. Fort peu, je le confesse. Quelques notions sur les principes de construction, guère plus. Pourquoi cette curiosité soudaine ? Holmes déposa enfin la lettre sur la table et se renversa dans son fauteuil, joignant ses doigts en arc devant ses lèvres, dans cette attitude contemplative que je connaissais si bien. Ses yeux gris brillaient de cette lueur particulière qui trahissait chez lui l'éveil d'un intérêt profond. Parce que, Watson, nous voici confrontés à ce que je qualifierais volontiers de géométrie criminelle. Une expression paradoxale, j'en conviens, mais qui me semble parfaitement appropriée au cas qui nous est soumis. Il poussa la lettre dans ma direction. « Lisez donc ceci, c'est de Gregson. » Je reconnus l'écriture soignée de l'inspecteur, dont nous avions eu l'occasion d'apprécier les talents lors de plusieurs affaires précédentes. La missive était brève, mais empreinte d'une urgence palpable. « Cher Monsieur Holmes, je sollicite votre assistance dans une affaire qui dépasse, je l'avoue, mes compétences habituelles. Sir Edmund Caversham, architecte de renom, a été retrouvé mort hier matin dans sa demeure de Hampstead, Thornwick Manor. Les circonstances du décès sont pour le moins troublantes. La maison elle-même constitue une énigme architecturale dont la nature défie toute logique ordinaire. Les domestiques parlent de phénomènes inexplicables, et je crains que sans votre perspicacité particulière, nous ne parvenions qu'à nous égarer dans ce labyrinthe. Je vous attends à votre convenance, inspecteur Tobias Gregson. » Je relevai les yeux vers Holmes, qui m'observait avec une expression amusée. « Thornwick Manor », dis-je pensivement. Ce nom me dit vaguement quelque chose. N'est-ce pas cette demeure dont parlaient les gazettes il y a quelques années? Un projet architectural controversé? Votre mémoire vous sert à merveille, Watson. En effet, Sir Edmund Caversham a fait grand bruit dans les cercles architecturaux il y a 3 ans, en entreprenant la construction d'une résidence qu'il qualifiait lui-même d'expérimentation radicale. Les plans, lorsqu'ils furent rendus publics, provoquèrent un scandale considérable. Certains y virent du génie, d'autres de la pure démence. Je fronçai les sourcils. Qu'avait donc cette maison de si particulier pour susciter de telles réactions? Holmes se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le flot incessant des passants dans la rue brumeuse. Elle est, selon les témoignages, construite à l'envers.
des portes donnant sur des murs pleins, des escaliers s'achevant dans le vide, des couloirs menant nulle part. Un défi aux lois de la logique spatiale. Qu'Aversham prétendait explorer les limites de la perception humaine, de l'espace habitable. « Grand Dieu !» m'exclamai-je. « Et l'on peut vivre dans un tel endroit ?» C'est précisément la question qui m'intéresse, Watson, car manifestement, l'on peut y mourir. Il se retourna vers moi, et je distinguai dans son regard cette détermination que je lui connaissais face aux mystères les plus retors. Gregson mentionne des circonstances troublantes et des phénomènes inexplicables. Voilà qui éveille ma curiosité au plus haut point. Une maison qui défie la raison géométrique, un architecte mort dans des conditions mystérieuses. Il y a là une équation dont je brûle de découvrir les termes. Je terminai mon thé et me levai à mon tour. Quand partons-nous ? Immédiatement. Holmes avait déjà saisi sa canne et son pardessus. J'ai envoyé un télégramme à Gregson dès l'aube pour lui annoncer notre visite. Le fiacre nous attend dehors. Tandis que nous descendions l'escalier, je ne pus m'empêcher de ressentir cette excitation familière qui précédait toujours nos aventures. Pourtant, une sourde inquiétude m'habitait également. Une maison bâtie à contresens de toute logique, un homme mort en son sein. Il me semblait percevoir dans cette affaire quelque chose de plus profondément troublant qu'un simple crime, comme si nous nous apprêtions à pénétrer dans un lieu où les règles ordinaires du monde n'avaient plus cours. Le brouillard s'épaississait, tandis que notre fiacre s'élançait vers Hampstead. Holmes demeura silencieux durant tout le trajet, perdu dans ses réflexions, et je respectais sa méditation. Je savais qu'à cet instant précis, son esprit remarquable assemblait déjà les fragments d'informations disponibles, échafaudant des hypothèses qu'il testerait bientôt contre la réalité de Thornwick Manor. Ce que nous découvririons là-bas dépasserait, je le pressentais, tout ce que mon imagination pouvait alors concevoir. Notre fiacre s'engagea dans l'allée bordée de chênes centenaires menant à Thornwick Manor, et je dois avouer que ma première impression fut celle d'une appréhension inexplicable. La demeure surgit du brouillard, telle une apparition fantomatique, sa silhouette massive se découpant contre le ciel plombé d'octobre. De l'extérieur, l'édifice semblait presque ordinaire, une vaste construction de pierre grise, dans le style néo-gothique, mais quelque chose dans ses proportions, dans l'agencement de ses fenêtres, suggérait déjà une logique architecturale dérangeante. Gregson nous attendait sur le perron, son visage habituellement jovial, marqué par une anxiété manifeste. Il serra vigoureusement la main de Holmes, puis la mienne. « Messieurs, je vous suis infiniment reconnaissant d'être venus si promptement, » dit-il en nous conduisant vers l'entrée. « Je dois vous prévenir, ce que vous allez découvrir défie toute description rationnelle. J'ai vu bien des scènes de crime dans ma carrière, mais jamais rien de semblable à cet endroit. » Le hall d'entrée nous offrit un premier aperçu de l'étrangeté absolue des lieux. Une porte massive s'ouvrait directement sur un mur de briques rouges, sans la moindre tentative de dissimulation. Un escalier de marbre blanc s'élevait majestueusement sur notre gauche, ses marches sculptées avec raffinement pour s'achever brutalement contre le plafond, ne menant nulle part. Des miroirs étaient disposés à des angles impossibles, créant des reflets qui troublaient la perception et donnaient l'impression que l'espace se repliait sur lui-même.
Holmes demeura immobile un long moment, ses yeux scrutant chaque détail avec une intensité féroce. Je le vis tourner lentement sur lui-même, observant les murs, le plafond, le sol dallé de marbre noir et blanc selon un motif géométrique complexe qui semblait défier toute symétrie conventionnelle. « Fascinant », murmura-t-il enfin. « Une architecture de l'impossible. Chaque élément contredit sa fonction première. Watson, remarquez-vous la disposition des fenêtres ? » Je levai les yeux et constatai effectivement que les fenêtres visibles depuis l'intérieur ne correspondaient pas à celles que nous avions aperçues de l'extérieur. L'effet était profondément désorientant. « Les domestiques vous attendent dans le salon », nous informa Gregson, en nous guidant à travers un couloir dont les perspectives semblaient se distordre au fur et à mesure de notre progression. « Ils sont terrifiés, monsieur Holmes. Tous souhaitent quitter les lieux, mais je leur ai demandé de rester pour votre enquête. » Le salon, contrairement au reste de la demeure, paraissait relativement conventionnel, bien que les portraits accrochés au mur fussent tous suspendus à l'envers. 4 personnes y étaient rassemblées, leurs visages trahissant une peur palpable. Gregson fit les présentations. « Voici Madame Hewitt, la gouvernante. Elle est au service de Sir Edmund depuis 15 ans. » Une femme d'une 50aine d'années nous salua d'un bref hochement de tête. Son visage sévère, aux traits anguleux, conservait une dignité rigide malgré les circonstances. Ses mains, jointes devant elle, tremblaient légèrement. Thomas Dalton, le majordome, continua l'inspecteur. Un homme d'âge mûr, au dos voûté et aux cheveux grisonnants, s'inclina respectueusement. Ses yeux rougis suggéraient qu'il avait pleuré récemment. Clara Jennings, la femme de chambre, une jeune personne d'à peine 20 ans, nous fit une révérence maladroite. Son teint était d'une pâleur extrême, et elle gardait les bras serrés contre son corps, comme pour se protéger d'une menace invisible. Et Silas Crowe, le jardinier. Ce dernier, un homme robuste aux mains calleuses et au visage tanné par les intempéries, nous observait avec une méfiance non dissimulée. Contrairement aux autres, il ne semblait pas effrayé, mais plutôt méfiant. Holmes s'avança au centre de la pièce, son regard perçant passant d'un domestique à l'autre. « Je vous remercie de votre coopération. Inspecteur Gregson m'a informé que des phénomènes inhabituels se produisent dans cette demeure. J'aimerais que chacun de vous me relate ce qu'il a personnellement observé. » Madame Hewitt prit la parole en premier, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Des objets se déplacent la nuit, monsieur Holmes. Des vases changent de place, des portes verrouillées s'ouvrent seules, des tableaux se retrouvent dans des pièces où nous ne les avions jamais mis. Au début, je croyais à des négligences de notre part, mais c'est devenu trop fréquent, trop systématique. Et depuis combien de temps ces incidents se produisent-ils ? Demanda Holmes. 3 semaines environ, répondit Thomas d'une voix tremblante. Mais ils se sont intensifiés ces derniers jours. Sir Edmund lui-même était devenu étrange. Il passait ses nuits à arpenter les couloirs, à murmurer des choses incompréhensibles. Il disait que la maison lui parlait. Clara émit un sanglot étouffé. Il était possédé, j'en suis certaine. Cette maison maudite l'a rendu fou. Sottise, intervint Silas Crowe, d'un ton bourru. Sir Edmund n'était pas fou. Il était obsédé, nuance. Il cherchait quelque chose. Il fouillait les murs, prenait des mesures constantes. La nuit précédant sa mort, je l'ai vu depuis le jardin,
dans sa chambre au 2e étage. Il arrachait des planches du parquet. Holmes s'approcha du jardinier. « Vous l'avez vu? À quelle heure? » « Vers minuit. Je ne pouvais dormir dans ma chambre au-dessus des écuries. Cette maison me met mal à l'aise. Quelqu'un d'autre était-il présent cette nuit-là dans le manoir? » Madame Hewitt secoua la tête. « Nous dormons tous dans l'aile des domestiques, monsieur Holmes. Sir Edmund insistait pour que personne ne circule dans la partie principale après 10 heures du soir. C'était l'une de ses règles absolues. » Holmes se tourna vers moi, et je lus dans son expression cette satisfaction particulière que lui procuraient les énigmes complexes. « Watson, cette maison est un piège pour l'esprit, autant que pour les sens. Mais chaque construction, aussi aberrante soit-elle, obéit nécessairement à une logique. Notre tâche sera de la découvrir. » Gregson nous conduisit à travers un dédale de couloirs aux perspectives trompeuses jusqu'à la scène du crime. À chaque tournant, la maison semblait se moquer de nos sens, créant des illusions d'optique qui donnaient le vertige. Je dus m'appuyer contre un mur à plusieurs reprises, le temps de retrouver mon équilibre. « C'est ici », annonça l'inspecteur, en s'arrêtant devant une porte entr'ouverte. Nous pénétrâmes dans une vaste pièce circulaire, dont les murs étaient percés de 4 ouvertures, disposées selon les points cardinaux. Au centre, gisait le corps de Sir Edmund Caversham, recouvert d'un drap blanc que Gregson souleva avec précaution. L'architecte était un homme d'une 60aine d'années, au visage émacié, marqué par ce qui semblait avoir été une longue maladie ou une profonde obsession. Ses cheveux gris étaient ébouriffés, et son crâne présentait une fracture visible sur le côté gauche, d'où s'était écoulé un filet de sang séché. Il portait encore sa robe de chambre de velours bordeaux et des pantoufles de cuir. Holmes s'agenouilla immédiatement auprès du défunt, sortant sa loupe de sa poche. Il examina la blessure avec une attention minutieuse, puis le reste du corps, scrutant chaque détail avec cette concentration absolue qui le caractérisait lors de ses investigations. « La mort remonte à environ 36 heures, » déclara-t-il. « Le crâne a été fracturé par un impact unique et violent. Remarquez, Watson, l'angle de la blessure. » Je m'approchai et constatai effectivement que la trajectoire du coup suggérait une chute latérale plutôt que verticale. « Une chute depuis les escaliers ?» suggérai-je, en désignant l'escalier de marbre que nous avions aperçu dans le hall, visible à travers l'une des ouvertures. Holmes se releva et se dirigea vers cet escalier monumental qui s'achevait contre le plafond, à environ 4 mètres de hauteur. Il l'examina longuement, mesurant la distance avec sa canne, observant l'angle, calculant mentalement. « Impossible », déclara-t-il finalement. « Voyez la position du corps, Watson. Sir Edmund gît à près de 3 mètres de la base de l'escalier. Une chute depuis celui-ci l'aurait projeté tout au plus à 1 mètre, compte tenu de la hauteur et de l'angle. De plus, la nature de la blessure ne correspond pas à un impact contre le sol de marbre. Le crâne présente une fracture nette, comme s'il avait heurté un angle saillant, non une surface plane. » Gregson fronça les sourcils. « Mais alors, d'où est-il tombé? Il n'y a aucune autre structure élevée dans cette pièce. » « C'est précisément ce qui rend cette affaire si remarquable, » répondit Holmes, les yeux brillants d'excitation. Il retourna auprès du corps et examina les mains du défunt. « Watson, votre avis médical sur ses ongles. » Je m'agenouillai à mon tour et observai les mains de Sir Edmund. Sous chaque ongle
se trouvait une substance blanchâtre que je reconnus immédiatement. Du plâtre frais, constatai-je. Et regardez, plusieurs ongles sont brisés, comme s'ils s'étaient accrochés à quelque chose. Excellent. Il y a eu une lutte, ou du moins une tentative désespérée de s'agripper. Mais à quoi? Les murs de cette pièce sont en pierre nue, sans plâtre apparent. Holmes se redressa et parcourut la pièce du regard, scrutant le plafond, les murs, cherchant une réponse à cette énigme spatiale. C'est alors que je remarquai quelque chose dans la main droite du mort, que la rigidité cadavérique maintenait serrée contre sa poitrine. « Holmes, regardez, il tient quelque chose. » Mon ami se pencha et, avec d'infinies précautions, parvint à extraire un petit carnet relié de cuir noir de la main crispée du défunt. Il l'ouvrit délicatement, et je vis son expression se transformer, passant de la curiosité à une fascination intense. Les pages étaient couvertes de schémas architecturaux d'une complexité stupéfiante, des plans de la maison sous tous les angles, mais également des diagrammes géométriques qui semblaient défier toute logique euclidienne. Des lignes s'entrecroisaient dans des directions impossibles. Des pièces apparaissaient à des emplacements contradictoires selon les différents plans. « Regardez ces annotations, Watson », murmura Holmes en me tendant le carnet. Je parcourus les notes griffonnées en marge des dessins. L'écriture était nerveuse, presque frénétique par endroits. Certaines phrases revenaient avec insistance. La chambre véritable existe. Le point d'inversion. Harold avait raison. La géométrie de la folie. « Qui est Harold ?» demandai-je. Gregson s'éclaircit la gorge. « Je l'ignore. Aucun des domestiques n'a mentionné ce nom lors de mes premiers interrogatoires. » Holmes feuilletait le carnet avec une rapidité qui trahissait son agitation intérieure. « Ce document est capital. Sir Edmund ne cherchait pas simplement à construire une maison illogique par caprice artistique. Il cherchait quelque chose de précis, une chambre véritable, cachée quelque part dans cette architecture délirante. » Il se releva brusquement et se dirigea vers le mur nord, qu'il se mit à examiner minutieusement, frappant la pierre à intervalles réguliers. Le plâtre sous ses ongles provient d'ailleurs. Il a gratté un mur récemment, cherchant à percer un secret. « Mais pourquoi construire une telle demeure ?» m'interrogeai-je à voix haute. Quel homme sain d'esprit vivrait volontairement dans un tel labyrinthe? Holmes se retourna vers moi, et je vis dans son regard cette lueur qui apparaissait lorsqu'il entrevoyait la vérité derrière le mystère. C'est là toute la question, mon cher Watson. Sir Edmund Caversham n'a peut-être jamais été sain d'esprit. Ou alors, cette maison n'a jamais été conçue pour être habitée. Elle est autre chose. Un piège, un message, un témoignage. Il contempla une dernière fois le corps étendu à nos pieds. Cet homme est mort en cherchant quelque chose dans sa propre création. Il connaissait chaque pierre, chaque angle de cette demeure, et pourtant, il cherchait encore. Ce carnet suggère qu'il ne l'avait pas trouvé, ou pire, qu'il l'avait trouvé et que cette découverte l'a tué. Un frisson me parcourut l'échine. La pièce circulaire, avec ses 4 ouvertures béantes donnant sur d'autres espaces impossibles, semblait soudain nous observer, comme si la maison elle-même était un organisme vivant, conscient de notre présence. « Gregson, » ordonna Holmes, « je veux interroger à nouveau chaque domestique, individuellement cette fois, et je souhaite examiner chaque pièce de cette demeure, aussi longtemps que cela prendra. Quelque part dans cette géométrie de la folie
se cache la vérité sur la mort de Sir Edmund Caversham. L'après-midi tirait à sa fin lorsqu'un fiacre élégant s'immobilisa devant Thornwick Manor. J'observais par la fenêtre du salon, tandis que Holmes poursuivait son examen méthodique du carnet de Sir Edmund, annotant ses propres observations dans son calepin. « Visiteur », annonçai-je, « un homme d'un certain âge, accompagné d'une jeune femme. » Gregson, qui sommeillait dans un fauteuil après notre longue matinée d'investigation, se redressa brusquement. « Ce doit être Maître Aldridge, le notaire. Je l'ai convoqué ce matin, et la dame est sans doute Miss Victoria Caversham, la nièce du défunt. » Quelques instants plus tard, Madame Hewitt introduisit nos visiteurs. Maître Aldridge était un homme corpulent d'une 60aine d'années, au visage rubicond encadré de favoris grisonnants. Il portait un costume noir impeccable et serrait contre lui une serviette de cuir manifestement remplie de documents. Ses yeux bleus, vifs malgré son âge, évaluèrent rapidement la pièce et ses occupants. Sa compagne offrait un contraste saisissant. Victoria Caversham devait avoir 25 ans tout au plus. Grande et élancée, elle possédait cette beauté austère que l'on trouve parfois chez les femmes de caractère. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière, en un chignon strict, et ses yeux sombres brillaient d'une intensité troublante. Elle portait une robe de deuil qui semblait avoir été enfilée à la hâte, et ses mains gantées de noir serraient nerveusement un réticule. « Messieurs, » salua Aldridge d'une voix grave, « je vous présente Miss Victoria Caversham, nièce et unique parente de feu Sir Edmund. » La jeune femme nous gratifia d'un bref hochement de tête, sans prononcer un mot. Son regard s'attarda sur Holmes, avec une expression indéchiffrable. « Maître Aldridge, » commença Gregson, « je vous remercie d'avoir répondu si promptement à ma convocation. Puis-je vous présenter M. Sherlock Holmes et le docteur Watson, qui m'assistent dans cette enquête. » Le notaire serra chaleureusement la main de Holmes. « Votre réputation vous précède, monsieur. Je suis honoré, bien que les circonstances soient des plus pénibles. Vous étiez le notaire de Sir Edmund depuis longtemps, s'enquit Holmes. 15 ans, monsieur Holmes. J'ai également eu l'honneur de servir son père avant lui. Les Caversham ont toujours été des clients particuliers. » Victoria émit un son qui tenait du rire amer. « Particulier » répéta-t-elle d'une voix vibrante de colère contenue. « Vous avez le don de l'euphémisme, maître Aldridge. Mon oncle était fou. Cette maison en est la preuve vivante. »« Miss Caversham, » intervins-je, « je comprends votre chagrin, mais... » »« Mon chagrin ?» Elle se tourna vers moi, ses yeux lançant des éclairs. « Vous vous méprenez, docteur Watson. Je ne pleure pas mon oncle. Je pleure la fortune qu'il a dilapidée dans cette monstruosité architecturale, et plus encore, celle qu'il compte me voler depuis sa tombe. » Un silence embarrassé suivit cette déclaration. Aldridge toussota et ouvrit sa serviette avec des gestes nerveux. « Miss Caversham fait référence au testament de son oncle, que j'ai pour mission de vous présenter aujourd'hui. C'est un document fort inhabituel. » Holmes s'avança, son intérêt manifestement éveillé. « En quoi est-il inhabituel, maître ?» Le notaire en retira plusieurs feuillets qu'il déposa sur la table. « Sir Edmund a rédigé ce testament il y a 6 mois, révoquant toutes dispositions antérieures. Il y ligue l'intégralité de sa fortune considérable, évaluée à près de 50 000 livres, non pas à sa nièce, seule héritière naturelle,
mais à un bénéficiaire dont l'identité demeure scellée. « Scellée » répéta Gregson, perplexe. En effet, Sir Edmund a placé le nom de l'héritier dans une enveloppe cachetée, accompagnée d'instructions très précises. Aldridge sortit ladite enveloppe, un pli de vélin crème, fermé par un seau de cire rouge. Cette enveloppe ne peut être ouverte qu'une fois résolue une énigme architecturale contenue dans les plans définitifs de Thornwick Manor. Holmes saisit l'enveloppe et l'examina attentivement à la lumière. Une énigme architecturale. Savez-vous de quoi il s'agit? Hélas, non. Sir Edmund a été extrêmement évasif sur ce point. Il a simplement déclaré que celui qui comprendrait la véritable nature de sa demeure saurait identifier l'héritier légitime. « C'est grotesque !» explosa Victoria en frappant du poing sur la table. « Mon oncle était un dément, et ce testament en est la preuve. Je suis sa seule famille. Cette fortune me revient de droit. » Holmes l'observa avec une attention soutenue, et je remarquai son regard perçant qui analysait chaque détail de son comportement. « Quand avez-vous vu votre oncle pour la dernière fois, Miss Caversham ?»« Il y a 3 semaines. Je suis venu le supplier d'abandonner cette folie, de vendre cette maison maudite et de revenir vivre en ville comme une personne sensée. » Et quelle fut sa réaction? Un voile de rage passa sur le visage de la jeune femme. Il m'a chassé. Il a dit que je ne comprenais rien, que Thornwick Manor était son chef-d'œuvre, son expiation, son témoignage. Des paroles de fou. Son expiation? Releva Holmes vivement. De quoi devait-il s'expier? Victoria hésita, et je vis dans ses yeux qu'elle en savait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Je l'ignore. Mon oncle était un homme tourmenté. Il parlait souvent de péchés passés, de dettes à régler. Mais il ne m'a jamais donné de détails. Holmes se tourna vers le notaire. « Maître Aldridge, Sir Edmund vous a-t-il confié la nature de cette énigme? Un indice quelconque? » Une seule chose, monsieur Holmes. Lors de la signature du testament, il m'a dit « La maison elle-même est la clé. Celui qui saura lire entre les murs trouvera la vérité. » Lire entre les murs, murmura Holmes pensif. Il brandit le carnet que nous avions trouvé dans la main du mort. « Et ce document, l'avez-vous déjà vu ?» Aldridge examina le carnet et secoua la tête. « Jamais. Qu'est-ce donc ?» Les dernières notes de Sir Edmund, des schémas, des calculs et surtout des références répétées à une chambre véritable. Victoria s'empara brusquement du carnet, ses yeux parcourant fébrilement les pages. Son visage pâlit progressivement. « Harold » lut-elle à voix haute. « Il mentionne Harold. Mais c'est impossible. »« Qui est Harold » demanda Holmes avec insistance. La jeune femme referma violemment le carnet. « Personne. Un fantôme du passé. Rien qui puisse vous intéresser. » Mais Holmes ne la lâchait pas du regard, et je reconnus cette intensité qui le saisissait lorsqu'il sentait qu'un témoin lui dissimulait une information cruciale. « Miss Caversham, dans une enquête criminelle, rien n'est insignifiant. Je vous pose la question une nouvelle fois. Qui est Harold ?» La rage dans les yeux de Victoria atteignit son paroxysme. Le lendemain matin, Holmes et moi prîmes un fiacre vers Southwark, un quartier ouvrier de Londres, dont les rues étroites contrastaient violemment avec l'opulence de Hampstead. Victoria Caversham avait finalement cédé sous la pression de mon ami et révélé, bien qu'avec une extrême réticence, l'existence d'un certain Nathaniel Voss, architecte rival de son oncle. Un homme dont la carrière fut brisée il y a 20 ans, m'avait expliqué Holmes durant le trajet.
l'effondrement du pont de Blackfriars South. Vous vous souvenez peut-être de cette affaire, Watson? 12 morts. Voss fut tenu pour responsable, bien qu'il ait toujours clamé son innocence. Je fouillais ma mémoire. Vaguement. N'y eut-il pas des soupçons de sabotage? Précisément. Voss accusa publiquement Sir Edmund Caversham d'avoir modifié ses plans par jalousie professionnelle. À l'époque, les deux hommes étaient en compétition pour un projet prestigieux de galerie d'art. Caversham obtint le contrat après la disgrâce de Voss. Et l'on n'a jamais prouvé ces accusations? Jamais. Mais Voss n'a cessé, durant toutes ces années, de clamer la culpabilité de Caversham. Il a même publié une brochure incendiaire il y a 10 ans, ce qui lui valut un procès en diffamation qu'il perdit, achevant de le ruiner. Notre fiacre s'arrêta devant un immeuble délabré de Rope Street. Nous gravîmes 3 étages d'un escalier aux marches usées jusqu'à une porte portant une plaque de cuivre terni. Henry Voss, architecte. Holmes frappa. Une voix éraillée nous pria d'entrer. L'atelier était une pièce exiguë encombrée de tables à dessin, de rouleaux de plans jaunis et de maquettes poussiéreuses. L'odeur de tabac froid imprégnait l'atmosphère. Derrière un bureau surchargé de documents se tenait un homme que la vie avait manifestement malmené. Nathaniel Voss devait avoir 70 ans. Ses cheveux blancs, clairsemés, encadraient un visage émacié, marqué par l'amertume. Ses mains tremblantes, tachées d'encre, tenaient une pipe éteinte. Derrière des lunettes aux verres épais, ses yeux injectés de sang nous scrutèrent avec méfiance. « Qui êtes-vous? Encore des créanciers ?» demanda-t-il d'une voix chargée de rancœur. « Je suis Sherlock Holmes, et voici mon associé, le docteur Watson. Nous enquêtons sur la mort de Sir Edmund Caversham. » À ce nom, le visage de Voss se transforma. Une lueur malsaine s'alluma dans son regard, mélange de satisfaction et de haine. « Mort? Caversham est mort ?» Un rire grinçant s'échappa de sa gorge. « Enfin, la justice divine existe donc. » Holmes s'avança dans la pièce, examinant les plans accrochés au mur. « Vous ne semblez guère affligé par cette nouvelle. »« Affligé ?» Voss se leva péniblement, s'appuyant sur une canne. « Cet homme a détruit ma vie. Il a saboté mes plans, provoqué la mort de 12 innocents et m'a laissé endosser le crime. Pourquoi pleurerais-je sa disparition? Vous l'accusez toujours de sabotage, après 20 ans. Je ne l'accuse pas, monsieur Holmes. Je le sais. J'ai passé 2 décennies à chercher la preuve, à comparer mes plans originaux avec les spécifications finales du pont. Les modifications étaient subtiles, mais fatales. Seul un architecte de son calibre aurait pu les concevoir. Je remarquai sur une table une série de photographies de Thornwick Manor, manifestement récentes. Holmes les avait également vues et les saisit. « Vous vous intéressez à sa dernière création ?» Voss hésita, puis haussa les épaules avec lassitude. « J'ai lu des articles dans les gazettes techniques. Cette maison aberrante. Quand j'ai appris qu'il construisait une demeure inversée, j'ai voulu voir de mes propres yeux à quel degré de folie il était parvenu. « Vous êtes allé à Thornwick Manor ?» demanda Holmes d'un ton neutre. « Il y a 1 semaine. Je me suis posté près de la grille, à distance. Je n'ai pas osé m'approcher davantage. Les domestiques m'auraient chassé. » Il se rassit lourdement. J'ai observé cette monstruosité architecturale et j'ai ri. Lui qui m'avait détruit pour un pont, voilà qu'il se ridiculisait avec une maison de fous. C'était une douce revanche. Holmes posa les photographies et se tourna vers l'architecte déchu.
Où étiez-vous avant-hier soir, entre 22 heures et minuit ?» Voss le fixa longuement, puis un sourire amer étira ses lèvres. « Je vois. On m'accuse maintenant de meurtre ? Pourquoi pas, après tout ? J'ai déjà été accusé de tout le reste. J'étais ici, monsieur Holmes, seul, comme chaque soir depuis 20 ans. Personne ne peut le confirmer, car personne ne me rend visite. Vous n'avez donc pas d'alibi ? Non, mais j'ai 70 ans, une jambe infirme depuis une chute il y a 5 ans, et à peine la force de descendre mes escaliers. Comment aurais-je pu me rendre à Hampstead, pénétrer dans cette maison et tuer Caversham ? Holmes examina la canne de Voss, nota l'angle inhabituel du pied gauche de l'homme. Votre infirmité semble réelle. Néanmoins, la haine est un puissant moteur, monsieur Voss. Elle peut donner des forces insoupçonnées. L'architecte se leva à nouveau, s'approchant de la fenêtre crasseuse, donnant sur les toits de Southwark. Oh, je le haïssais, monsieur Holmes, de toute mon âme. Chaque jour, durant 20 ans, je me suis endormi en imaginant sa mort. Mais je n'ai pas eu besoin de lever la main sur lui. Il se retourna vers nous, et je fus frappé par l'étrange expression de son visage, non pas triomphante, mais presque compatissante. Il a fini par construire sa propre prison, n'est-ce pas ? Cette maison maudite était son châtiment personnel. J'ai simplement attendu qu'elle l'engloutisse. « Que voulez-vous dire ?» demanda Holmes vivement. « Un architecte ne construit jamais sans raison, monsieur Holmes. Chaque ligne, chaque angle a une signification. Thornwick Manor n'est pas une fantaisie artistique. C'est un monument à quelque chose. À quoi, je l'ignore. Mais je sais reconnaître l'œuvre d'un homme hanté. » Holmes s'approcha de lui. « Vous parlez comme si vous connaissiez un secret concernant Caversham. » Voss hésita longuement avant de reprendre la parole. « Il y a des années, avant notre rivalité, nous étions amis. Edmund m'avait confié des choses sur sa famille, sur son frère. Des choses troublantes. Puis la compétition nous a dressés l'un contre l'autre, et j'ai oublié ses confidences, jusqu'à ce que je voie cette maison. »« Son frère ?» répéta Holmes. « Quel frère ? Il ne vous a jamais parlé d'Harold ?» Un sourire énigmatique flotta sur les lèvres de Voss. « Non, bien sûr. C'était son secret, le plus noir. » Holmes insista pour que nous passions la nuit suivante à Thornwick Manor, malgré les protestations véhémentes des domestiques qui refusaient catégoriquement de demeurer dans la demeure après la tombée du jour. Gregson, appelé à Scotland Yard pour d'autres affaires, nous laissa les clés avec un certain soulagement. Je dois avouer, Watson, que cette perspective ne m'enchante guère, confiai-je à mon ami, tandis que le crépuscule noyait le manoir dans une pénombre inquiétante. Cette maison possède quelque chose de profondément malsain. Holmes, installé dans le salon avec son violon, esquissa un sourire. C'est précisément ce qui en fait l'intérêt. Les domestiques parlent d'objets se déplaçant seuls. Or, vous et moi savons que les objets n'obéissent qu'aux lois de la physique. Si mouvement il existe nécessairement un mécanisme. Notre tâche est de le découvrir. Il joua quelques notes mélancoliques qui résonnèrent étrangement dans l'espace déformé du salon. Les ombres projetées par nos lampes à huile créaient des formes mouvantes sur les murs, accentuant l'impression de malaise. Nous attendîmes. Les heures s'écoulèrent avec une lenteur oppressante. Minuit sonna à l'horloge du hall, dont le mécanisme produisait un son désaccordé, presque moqueur. Holmes avait déposé son violon
et arpentai la pièce, examinant les murs, le plafond, le parquet, cherchant des indices invisibles. À 1h30, je commençais à somnoler dans mon fauteuil lorsqu'un bruit me fit sursauter. Un grincement métallique, étouffé mais distinct, venait de quelque part dans les murs. « Holmes !» murmurai-je. Mon ami leva la main, réclamant le silence. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Le grincement se répéta, plus proche cette fois, accompagné d'un frottement régulier. Puis, sous nos yeux stupéfaits, le vase de porcelaine chinoise posé sur la console contre le mur nord se mit à bouger. Lentement, inexorablement, il glissa latéralement sur le meuble, parcourant près d'1 mètre, avant de s'immobiliser. Je bondis de mon siège, le cœur battant. Par tous les diables! Holmes, loin de partager mon effroi, s'était précipité vers la console. Il examina le vase, la surface du meuble, puis se mit à genoux pour inspecter le mur. Fascinant, absolument fascinant. Watson, apportez votre lampe ici. J'obéis, mes mains tremblant légèrement. À la lueur de la lampe, Holmes fit courir ses doigts le long de la plinthe, appuyant, sondant. Soudain, un petit panneau pivota, révélant un espace creux dans le mur. Regardez, Watson, un système de rails miniatures, actionné par des câbles. Il tira sur l'un des fils métalliques et le vase bougea à nouveau. Ingénieux. Les rails sont fixés sous la console, invisibles à l'œil nu. Le mécanisme est déclenché depuis ailleurs dans la maison. Mais dans quel but ? M'interrogeai-je, déconcerté. Avant que Holmes ne puisse répondre, un nouveau son nous parvint, celui d'une porte s'ouvrant. Nous nous précipitâmes dans le couloir et découvrîmes que la porte du cabinet de travail de Sir Edmund, que nous avions laissé fermée et verrouillée, béait maintenant dans l'obscurité. Holmes examina la serrure. Aucune trace d'effraction. Le mécanisme d'ouverture est incorporé au chambranle lui-même. Il passa la main le long du cadre et découvrit un autre système de câbles. Extraordinaire, toute la maison est équipée de ces dispositifs mécaniques. Nous pénétrâmes dans le cabinet. La pièce était restée exactement comme nous l'avions trouvée le matin même, encombrée de plans architecturaux et de livres techniques. Holmes se dirigea immédiatement vers le bureau et entreprit un examen méthodique des tiroirs. C'est alors que les pas commencèrent. Lents, réguliers, ils résonnaient quelque part au-dessus de nos têtes. Le bruit de semelles sur le parquet, aussi distinct que si quelqu'un marchait dans la pièce du dessus. Mon sang se glaça. « Holmes, vous entendez ?» « Parfaitement. » Mon ami leva les yeux vers le plafond, calculant. Ces pas proviennent de la chambre principale, au premier étage. Allons voir. Nous gravîmes l'escalier principal, celui qui s'achevait contre le plafond, mais qui, par un tour architectural déconcertant, possédait également une section fonctionnelle menant aux étages supérieurs. Les pas continuaient, imperturbables. Nous atteignîmes la chambre de Sir Edmund. La porte était entr'ouverte. Holmes la poussa d'un coup sec et nous entrâmes, nos lampes levées. La pièce était vide. Pourtant, les pas persistaient, tout proches maintenant. Holmes se figea, écoutant intensément. Puis son visage s'illumina de compréhension. Le plancher. Watson, regardez le plancher. Je baissai les yeux et vis ce qui avait échappé à ma première observation. Certaines lattes du parquet bougeaient légèrement, s'enfonçant et se relevant selon un rythme régulier, créant le bruit de pas. Holmes s'agenouilla et découvrit, dissimulé sous un tapis, un autre mécanisme complexe. Des leviers actionnaient les lattes selon une séquence programmée,
imitant parfaitement une démarche humaine. « Un automate architectural », murmura-t-il avec admiration. « Sir Edmund n'a pas simplement construit une maison, Watson. Il a créé une machine gigantesque, un théâtre mécanique conçu pour simuler une présence. »« Mais pourquoi ?» répétai-je de plus en plus troublé. « Quel homme sain d'esprit consacrerait une fortune à de tels artifices ?» Holmes se releva, son visage grave dans la lumière vacillante de nos lampes. « Voilà précisément la question centrale, mon cher ami. Ces mécanismes ne sont pas de simples curiosités. Ils servent un dessein précis. Sieur Edmund voulait que cette maison paraisse hantée, habitée par une présence invisible. Il se dirigea vers la fenêtre et contempla le jardin noyé dans l'obscurité. Considérez les faits. Des objets qui se déplacent, des portes qui s'ouvrent, des pas fantomatiques. Tous ces phénomènes sont mécaniques, contrôlés, prévisibles. Ce ne sont pas des manifestations aléatoires, mais une mise en scène élaborée. Une mise en scène pour qui? Les domestiques? Peut-être. Ou pour lui-même. Holmes se retourna vers moi. Souvenez-vous de ce que nous a dit Voss. Un architecte ne construit jamais sans raison. Chaque détail de Thornwick Manor possède une signification. Cette maison n'est pas un lieu d'habitation. C'est un message, un avertissement, ou peut-être une confession. Un nouveau grincement retentit quelque part dans les profondeurs de la demeure. Holmes tendit l'oreille, puis consulta sa montre de gousset. 2h15. Les mécanismes semblent s'activer à intervalles réguliers. Il doit exister un système central, une horloge maîtresse, qui déclenche ces manifestations. Nous passâmes le reste de la nuit à explorer méthodiquement chaque pièce, découvrant d'autres dispositifs ingénieux, des miroirs montés sur pivot, des panneaux coulissants, des systèmes acoustiques amplifiant certains sons. Thornwick Manor était un prodige d'ingénierie appliqué à la création d'illusions. Lorsque l'aube pointa enfin, éclairant faiblement les fenêtres déformées, je me sentais épuisé, mais Holmes vibrait d'une énergie fébrile. Nous progressons, Watson. Cette maison révèle ses secrets mécaniques, mais le mystère profond demeure entier. Pourquoi Sir Edmund a-t-il construit ce théâtre de l'impossible? La réponse se trouve dans ce qu'il cherchait à cacher ou à révéler. Et je commence à entrevoir une vérité terrible. De retour à Baker Street pour quelques heures de repos, Holmes s'enferma dans un silence obstiné, fumant pipe sur pipe, tandis qu'il étudiait les plans architecturaux que nous avions emportés du cabinet de Sir Edmund. Je le laissais à ses réflexions, sachant par expérience qu'il ne fallait pas troubler ces moments de concentration intense. Ce fut en fin d'après-midi qu'il bondit soudain de son fauteuil, tenant un plan à bout de bras. « Watson, je suis un imbécile. Comment ai-je pu ne pas le voir plus tôt ?» Je levai les yeux de mon journal. « Voir quoi, Holmes ?»« Une pièce manquante. Regardez ce plan du rez-de-chaussée. » Il étala le document sur notre table. « Voici le salon principal, mesurant 8 mètres sur 6. À sa gauche, la bibliothèque, 4 mètres sur 5. À droite, la salle à manger, 6 mètres sur 7. Je vous suis. Maintenant, examinez le plan de l'étage supérieur. » Il superpose un second document. Les chambres sont disposées exactement au-dessus de ces pièces. Or, si l'on calcule les dimensions totales de la façade ouest du manoir, il manque approximativement 25 mètres carrés. Je me penchai sur les plans. Une erreur de mesure? Impossible.
Sir Edmund était un architecte méticuleux. Non, Watson, il existe une pièce qui n'apparaît sur aucun plan officiel. Une pièce murée, cachée dans la structure même de la maison. Moins d'une heure plus tard, nous étions de retour à Thornwick Manor. Gregson nous y avait précédés, accompagné de 2 constables robustes. Madame Hewitt nous accueillit avec une hostilité mal dissimulée. « Monsieur Holmes, vous ne pouvez tout de même pas démolir la demeure de feu Sir Edmund sur la base d'une simple théorie. »« Je ne démolis rien, Madame Hewitt. Je cherche la vérité. » Holmes se dirigea vers le salon principal et se mit à arpenter la pièce, frappant les murs à intervalles réguliers. Le son changea soudain près de la cheminée de marbre. « Là, entendez-vous, ce mur sonne creux. » La gouvernante devint livide. « Non, vous n'avez pas le droit. »« Au contraire, madame, » intervint Gregson fermement. « Dans le cadre d'une enquête criminelle, j'ai toute autorité. Constable, procédez. » Les 2 hommes entreprirent d'abattre le panneau de boiserie qui dissimulait le mur. Madame Hewitt recula, les mains pressées contre sa bouche, tandis que les coups de massue résonnaient dans la demeure. Le plâtre se fissura, révélant des briques sous-jacentes. « Ce mur a été ajouté récemment, » observa Holmes en examinant le mortier. « Moins de 15 ans, je dirais. » Le travail de démolition se poursuivit. Après 20 minutes d'effort, une ouverture suffisante fut pratiquée. Un air confiné et poussiéreux s'en échappa. Holmes saisit une lampe et se glissa par la brèche. Je le suivis, imité par Gregson. Nous pénétrâmes dans une pièce plongée dans l'obscurité absolue. Nos lampes révélèrent progressivement un espace rectangulaire d'environ 4 mètres sur 6, aux murs nus et au plafond bas. Contrairement au reste du manoir, cette chambre était d'une normalité déconcertante. Un bureau de chêne massif occupait le centre, couvert d'une épaisse couche de poussière. Des rayonnages croulaient sous des dizaines de carnets reliés. Mais ce qui attira immédiatement mon attention fut la maquette posée près de la fenêtre condamnée. « Grand Dieu !» murmurai-je. C'était une reproduction parfaite de Thornwick Manor, réalisée avec un luxe de détails extraordinaires. Chaque fenêtre, chaque ornement architectural était reproduit avec une précision minutieuse. Mais contrairement à la demeure réelle, cette maquette présentait une configuration logique. Les portes donnaient sur des pièces, les escaliers menaient à des étages, les couloirs suivaient des trajectoires cohérentes. « Voici ce que Thornwick Manor aurait dû être », déclara Holmes en examinant la maquette. Une demeure parfaitement conventionnelle. Sir Edmund a transformé ses plans rationnels en le labyrinthe que nous connaissons. La question est, pourquoi ? Gregson s'était approché du bureau et soulevait délicatement des liasses de lettres jaunies. Ces correspondances remontent à plus de 20 ans. Regardez, certaines sont adressées à un certain Harold Caversham. « Harold », répéta Holmes, ses yeux s'illuminant. « Enfin, nous touchons au cœur du mystère. Watson, examinez ces photographies sur le mur. » Je dirigeais ma lampe vers une série de cadres poussiéreux accrochés au-dessus du bureau. Les photographies montraient 2 jeunes hommes remarquablement semblables, posant côte à côte dans diverses situations. Devant un bâtiment universitaire, dans un atelier d'architecture, sur un chantier de construction. « Des jumeaux », constatai-je. « L'un d'eux doit être Sir Edmund. » « Et l'autre, Harold », compléta Holmes. Il décrocha l'un des cadres et l'examina attentivement. « Observez leurs expressions, Watson. Edmund regarde l'objectif avec assurance. Harold, en revanche, a ce regard fuyant,
cette tension dans les traits. Gregson avait commencé à parcourir les lettres. « Écoutez ceci. Mon cher Edmund, les médecins insistent pour que je reste interné. Mais tu sais que je ne suis pas fou. C'est le monde qui est inversé, pas moi. Si seulement tu comprenais ce que je vois. » Signé Harold, daté de 1874. « Interné ?» m'exclamai-je. Harold était dans un asile? Holmes s'était emparé d'un des carnets sur les rayonnages et le feuilletait rapidement. Journal personnel d'Harold Caversham. Écoutez, Edmund a volé mes idées pour la galerie, mais je ne lui en veux pas. Il ne comprend pas que mes plans originaux contenaient la vérité géométrique. Les angles droits sont un mensonge. L'espace se plie selon des lois que seul moi perçois. Le pauvre homme était schizophrène, dis-je avec compassion. Et pourtant d'un génie remarquable, ajouta Holmes en désignant certains schémas dans le carnet. Ces diagrammes architecturaux sont d'une complexité stupéfiante. Harold voyait le monde différemment, et cette vision alternative l'a conduit à la folie. Madame Hewitt, qui était restée dans l'embrasure de la brèche, parlait enfin d'une voix brisée. Sir Edmund m'avait fait jurer de ne jamais révéler l'existence de cette chambre. C'était son sanctuaire privé, le seul endroit où il pouvait encore voir son frère, tel qu'il était avant la maladie. Holmes se tourna vers elle. « Que savez-vous d'Harold Caversham » La gouvernante hésita, puis céda. « Il est mort il y a 6 mois, dans l'asile de Broadmoor. Sir Edmund l'avait fait interner il y a 15 ans après l'incident. » « Quel incident ?» Harold avait tenté de le tuer. Il était convaincu qu'Edmund lui volait non seulement ses idées, mais sa vie même. Les médecins parlaient de délire paranoïaque. Sir Edmund n'a jamais porté plainte, mais il n'avait pas le choix. Son frère représentait un danger. Holmes contemplait la maquette, le carnet, les photographies, assemblant les pièces du puzzle. Sir Edmund a construit Thornwick Manor après la mort d'Harold. Il a pris les plans rationnels de son frère et les a inversés, créant cette architecture démente. Ce n'était pas de la folie, Watson, c'était un monument. Un monument à quoi ? Demanda Gregson, perplexe. À la culpabilité, répondit Holmes gravement. Sir Edmund a passé sa vie à exploiter le génie de son frère malade. Cette maison est sa pénitence, sa façon de vivre enfin dans le monde tordu qu'Harold percevait. Il s'est emprisonné volontairement dans la folie de son jumeau. Holmes passa les heures suivantes, plongé dans l'examen méticuleux des documents retrouvés dans la chambre scellée. Assis au bureau poussiéreux, il compulsait lettres, carnets et plans avec une concentration féroce. Je l'observais en silence, conscient que chaque page révélait un fragment supplémentaire du drame qui avait consumé les frères Caversham. Gregson avait dépêché un constable à Broadmoor pour obtenir les archives médicales d'Harold. En attendant son retour, nous poursuivions notre exploration de ce sanctuaire secret. « Watson, lisez ceci », me dit soudain Holmes en me tendant une lettre datée de 1873. L'écriture était élégante, mais nerveuse, certaines lettres déformées, comme si la main avait tremblé. « Mon cher Edmund, je t'écris de notre atelier commun, où nous avons passé tant d'heures heureuses à concevoir nos premiers projets. Te souviens-tu de notre rêve d'enfant? Construire ensemble la plus belle cathédrale d'Angleterre. Nous étions inséparables, 2 moitiés d'un même esprit. Mais quelque chose s'est brisé en moi cette année. Les angles ne sont plus droits quand je les observe.
les perspectives se tordant. Je vois des dimensions que les autres ne perçoivent pas. Les médecins parlent de maladie, mais je sais que c'est le monde qui ment, pas mes yeux. Tu utilises mes plans pour le pont, et je t'en remercie. Mais je t'en supplie, ne les modifie pas. J'ai calculé chaque poutre, chaque tension selon ce que je vois réellement. Si tu changes quoi que ce soit, tout s'effondrera. Ton frère qui t'aime, Harold. Le pont de Blackfriars South, murmurai-je. Harold l'avait conçu, pas Edmund. Précisément. Et Sir Edmund a apparemment corrigé les plans de son frère, les ramenant à une géométrie conventionnelle. Holmes saisit une autre lettre, plus tardive. Mais écoutez celle-ci, datée de 1875, un an après l'effondrement. Edmund, 12 morts. 12 innocents écrasés sous les décombres de mon pont. Ils disent que c'est ma faute, que mes calculs étaient erronés. Mais c'est toi. Tu as trahi mes plans. J'ai vu les spécifications finales. Tu as changé l'angle des arches, modifié la distribution des charges. Tu as imposé ta géométrie mensongère à ma vérité. Tu m'as volé mon génie et maintenant tu voles ma réputation. Mais je sais que tu es le coupable. Nathaniel Voss le sait aussi. Pourquoi crois-tu qu'il t'accuse? Parce qu'il a vu, lui aussi, les modifications. Tu as détruit ma carrière pour bâtir la tienne sur mes cendres. Mais je te le jure, un jour tu comprendras. Un jour tu vivras dans ma tête et tu verras le monde comme je le vois. Harold, un frisson me parcourut. Cette dernière phrase, « Tu vivras dans ma tête », c'est exactement ce que Sir Edmund a fait en construisant Thornwick Manor selon la perception déformée de son frère. Une pénitence architecturale, acquiesça Holmes. Il sortit une autre liasse de documents, plus récente. Maintenant, regardez ces lettres en provenance de Broadmoor. Les missives s'étalaient sur 15 années d'internement. Au fil du temps, l'écriture d'Harold se détériorait, devenant de plus en plus chaotique. Les premières lettres contenaient encore des raisonnements architecturaux, bien que torturés. Les dernières n'étaient plus que des fragments de phrases répétitives. Harold n'a jamais accepté son internement, constatai-je. Jusqu'à la fin, il accusait Edmund. Et Edmund n'a jamais cessé de lui rendre visite. Holmes me montra un registre des visites qu'il avait découvert. Voyez, chaque mois pendant 15 ans, Sir Edmund se rendait à Broadmoor. Madame Hewitt m'a confirmé qu'il en revenait chaque fois dans un état de détresse profonde. Gregson, qui examinait une autre pile de correspondances, leva soudain les yeux. « Messieurs, écoutez ceci. C'est daté du 15 mars de cette année, quelques jours avant la mort d'Harold. Edmund. Les médecins disent que je n'en ai plus pour longtemps. Mon cœur lâche, mon esprit se dissout. Mais avant de partir, je veux que tu saches que je te pardonne. J'ai compris, vois-tu. Tu n'as pas saboté mes plans par malveillance. Tu ne pouvais tout simplement pas voir ce que je voyais. Tu as essayé de me sauver en corrigeant mes erreurs, sans comprendre que c'était la réalité qui était erreur, pas mes calculs. Le pont s'est effondré à cause de moi, pas de toi. Ma perception était brisée, et j'ai refusé de l'admettre. J'ai préféré t'accuser plutôt que d'accepter ma folie. Tu m'as placé ici pour me protéger, et je t'ai haï pour cela. Mais maintenant, au seuil de la mort, je vois enfin clairement. Tu as porté ma culpabilité pendant 20 ans. Tu as laissé Voss t'accuser. Tu as sacrifié ta réputation pour préserver la mienne. Je te laisse un dernier cadeau, frère. Mes vrais plans, ceux que je n'ai jamais osé montrer. Construis une maison selon ma vision. Vise un temps dans ma tête,
comme je t'en ai menacé. Peut-être comprendras-tu alors ce que j'ai vécu. Tu vivras enfin dans ma tête. Harold. Le silence qui suivit cette lecture fut pesant. Je compris soudain l'ampleur du drame. Edmund n'avait pas volé le génie de son frère par ambition, mais avait tenté désespérément de le sauver de sa propre perception déformée. Et cette tentative avait abouti à une tragédie dont il s'était senti responsable toute sa vie. Thornwick Manor est donc littéralement la matérialisation de l'esprit brisé d'Harold, conclus-je. Sir Edmund a voulu honorer la dernière volonté de son frère. Holmes hocha gravement la tête. Plus encore, Watson. Il a voulu expier. En vivant dans cette architecture impossible, en subissant quotidiennement la désorientation que son frère avait endurée, il cherchait à comprendre et à partager sa souffrance. « Mais les mécanismes ?» demanda Gregson. « Ces systèmes qui créent l'illusion de présence fantomatique ?» Holmes saisit un dernier carnet, celui de Sir Edmund cette fois. « La réponse est ici. Écoutez, les mécanismes sont nécessaires. Harold doit continuer à habiter cette maison après moi. Sa présence doit être ressentie, son génie reconnu. Quand je ne serai plus, la maison vivra pour lui. Il voulait créer un mémorial vivant, murmurai-je, ému malgré moi par cette dévotion fraternelle. Un mémorial, un sanctuaire, et peut-être aussi un piège, ajouta Holmes d'un ton plus sombre. Il me regarda gravement. Sir Edmund s'est emprisonné volontairement dans la folie de son frère. Mais qui d'autre pourrait vouloir l'y piéger définitivement? La question flotta dans l'air poussiéreux de la chambre scellée. Nous avions découvert le secret familial des Caversham, compris la nature véritable de Thornwick Manor. Mais le mystère de la mort de Sir Edmund demeurait entier. « Madame Hewitt », appela Holmes, en se dirigeant vers la brèche dans le mur. « Une dernière question. Qui d'autre connaissait l'existence d'Harold ?» La gouvernante, toujours présente dans le salon, répondit d'une voix basse. « Personne, monsieur Holmes. Sir Edmund était obsédé par le secret. Même sa nièce, Victoria, ignorait qu'elle avait un second oncle. »« Personne ?» insista Holmes. « Réfléchissez bien. » Un long silence. Puis, presque dans un murmure, « Il y avait une infirmière, à Broadmoor. Sir Edmund la mentionnait parfois. Elle s'occupait particulièrement d'Harold durant ces dernières années. » Les yeux de Holmes s'illuminèrent dangereusement. « Son nom ? Je ne m'en souviens pas. Mais... » Madame Hewitt hésita. Sir Edmund disait qu'elle comprenait Harold, qu'elle croyait en son génie. 3 jours s'étaient écoulés depuis notre découverte de la chambre scellée, lorsque Gregson se présenta à Baker Street, le visage empreint d'une satisfaction mêlée de gêne. « Holmes, Watson, j'ai procédé à une arrestation. Nathaniel Voss est actuellement détenu à Scotland Yard. » Holmes, qui étudiait une fois de plus les plans de Thornwick Manor, leva brusquement la tête. « Sur quelle base ? » Des preuves accablantes. Gregson déposa son carnet sur notre table. 2 témoins indépendants affirment avoir vu Voss rôder près de la grille du manoir le soir de la mort de Sir Edmund, vers 22 heures. De plus, nous avons perquisitionné son atelier. Regardez ce que nous y avons trouvé. Il sortit de sa sacoche plusieurs outils de maçonnerie, des spatules, des grattoirs, tous couverts de résidus de plâtre blanc. Le même type de plâtre que celui retrouvé sous les ongles de la victime. Le laboratoire a confirmé la correspondance. « Et que dit Voss ?» demandai-je. Il nie farouchement, bien entendu. Mais voici le plus troublant. Il refuse catégoriquement de fournir un alibi pour l'heure du crime. Il prétend être resté chez lui, seul, mais devient étrangement évasif
lorsqu'on le presse de détails. Holmes se leva et arpenta la pièce, les mains jointes dans le dos. La pression de vos supérieurs, je présume? Gregson rougit légèrement. Le commissaire exige des résultats. L'affaire fait grand bruit dans la presse. Un architecte célèbre mort dans des circonstances mystérieuses, un rival ruiné qui le haïssait depuis 20 ans, des témoins, des preuves matérielles. C'est un dossier solide, Holmes. Trop solide, justement. Mon ami s'arrêta devant la fenêtre. Puis-je examiner le suspect? 1 heure plus tard, nous étions dans les locaux austères de Scotland Yard. Nathaniel Voss, menotté et voûté sur sa chaise, leva vers nous des yeux où brillait une rage impuissante. « Vous voyez, monsieur Holmes, on m'accuse finalement de tout. D'abord un pont qui s'effondre à cause des sabotages de Caversham, maintenant son meurtre. La boucle est bouclée. » Holmes s'assit face à lui, son regard perçant fixé sur le vieil architecte. « Où étiez-vous réellement le soir du crime? »« Chez moi, je vous l'ai déjà dit. »« Seul ?» Un long silence. Voss détourna les yeux. « Oui, seul. »« Vous mentez. » La voix de Holmes était tranchante. Un homme innocent accusé de meurtre clamerait son alibi avec force, fournirait chaque détail pour se disculper. Votre silence suggère que vous protégez quelqu'un ou quelque chose. Je n'ai rien à ajouter. Holmes se leva et fit lentement le tour de la chaise, examinant Voss sous tous les angles. Soudain, il s'agenouilla et saisit le pied droit du prisonnier, observant attentivement sa chaussure. « Gregson, avez-vous fait analyser la poussière sur ses chaussures ?» L'inspecteur fronça les sourcils. « La poussière? Non. Pourquoi le ferions-nous? Parce que c'est capital. » Holmes se releva, une lueur triomphante dans le regard. « Watson, vous souvenez-vous du sol de Thornwick Manor ?» Je réfléchis un instant. Marbre dans le hall, parquet de chêne dans les pièces principales, pierre dans les couloirs. Exactement. Or, observez ces chaussures. La poussière qui les recouvre est rougeâtre, argileuse. Ce n'est pas la poussière de marbre ou de bois, c'est de l'argile de construction, probablement du mortier séché. Gregson se pencha pour examiner. Il travaille dans un atelier de maçonnerie. Cette poussière peut provenir de n'importe où. Certes, mais si Voss s'était réellement introduit à Thornwick Manor, ses chaussures porteraient également des traces du sol caractéristiques de la demeure. Or, je n'en vois aucune. Holmes se tourna vers Voss. « Vous n'avez jamais pénétré dans cette maison, n'est-ce pas ?» Le vieil homme le fixa longuement, puis un sourire amer étira ses lèvres. « Non, je me suis contenté de rester près de la grille, comme un fantôme observant le monument de sa propre défaite. Mais je n'y suis pas entré. Je n'en avais pas le courage. Alors pourquoi les témoins vous ont-ils vu ce soir-là? Que faisiez-vous? » Nouveau silence. Voss semblait lutter intérieurement. « Je ne peux pas le dire. » Holmes se rassit, son expression devenant étrangement douce. « Monsieur Voss, vous êtes sur le point d'être jugé pour un meurtre que vous n'avez pas commis. Si vous avez un alibi, aussi compromettant soit-il pour d'autres raisons, il est temps de parler. D'autres en souffriraient. D'autres souffriront bien davantage si un innocent est pendu. Je vis dans les yeux de Holmes cette lueur particulière que je connaissais si bien, celle qui précédait toujours ses plus brillantes déductions. Il avait compris quelque chose qui m'échappait encore. « Gregson, déclara-t-il soudain en se levant, Nathaniel Voss
n'a pas tué Sir Edmund Caversham. Les preuves sont certes troublantes, mais elles ont été disposées pour l'incriminer. Quelqu'un veut que nous arrêtions le mauvais coupable. Holmes, protesta l'inspecteur, les témoins, les outils peuvent être manipulés. Non, mon cher Gregson, le véritable meurtrier court, toujours. Et je commence à entrevoir son identité. Il me manque encore un élément, mais je le trouverai. Il se tourna vers moi. Watson, nous retournons à Thornwick Manor, immédiatement. Tandis que nous quittions Scotland Yard, laissant Gregson perplexe et Voss toujours menotté, je sentais l'excitation monter en moi. Holmes était sur une piste, et bientôt, la vérité éclaterait. Le surlendemain, Holmes avait réuni tous les protagonistes dans le grand salon de Thornwick Manor. Victoria Caversham, vêtue de noir, se tenait près de la cheminée, son visage pâle empreint d'une nervosité mal dissimulée. Maître Aldridge, le notaire, était assis avec raideur sur le sofa. Les 4 domestiques, Madame Hewitt, Thomas, Clara et Silas Crowe, se pressaient près de la porte, visiblement inquiets. Gregson, que Holmes avait convaincu de libérer temporairement Voss sous surveillance, se tenait en retrait avec 2 constables. Holmes se plaça au centre de la pièce, ses mains jointes devant lui, son regard perçant balayant l'assemblée. « Mesdames, messieurs, commença-t-il d'une voix claire, vous vous trouvez dans ce que beaucoup considèrent comme une maison de fous, un manoir dont l'architecture défie toute logique, où les portes mènent vers des murs et les escaliers vers le vide. Mais je vais vous démontrer que Thornwick Manor est, au contraire, l'œuvre d'un esprit d'une lucidité exceptionnelle. » Il se dirigea vers l'escalier monumental qui s'achevait contre le plafond. Observez cet escalier. Vous le voyez terminer sa course dans le vide, n'est-ce pas? Il grimpa les premières marches, puis s'arrêta à mi-hauteur. Maintenant, regardez-moi depuis différents angles. Nous nous déplaçâmes comme il l'ordonnait. Soudain, depuis ma nouvelle position, je constatais quelque chose d'étonnant. L'escalier ne s'arrêtait pas réellement contre le plafond. C'était une illusion créée par un jeu de miroirs et de panneaux peints en trompe-l'œil. « Grand Dieu !» m'exclamai-je. « C'est une perspective forcée. » Exactement, Watson. Sir Edmund a utilisé les mêmes techniques que les décorateurs de théâtre. Vus sous un certain angle, les éléments semblent impossibles, mais ils ne le sont pas réellement. Holmes descendit et se dirigea vers l'une des portes donnant sur un mur de briques. Cette porte, par exemple. Il tourna la poignée et poussa. À notre stupéfaction, la porte s'ouvrit effectivement, révélant non pas un mur plein, mais un passage étroit, dissimulé par un panneau de briques peint avec un réalisme saisissant. « Des trompe-l'œil !» murmura Victoria. « Toute cette maison n'est qu'un gigantesque théâtre. » Précisément. Holmes referma la porte et se tourna vers nous. Thornwick Manor n'est pas inversée. Elle donne l'illusion de l'être grâce à des artifices optiques, des jeux de miroirs savamment disposés, des angles calculés au millimètre. Sir Edmund n'était pas fou. Il était brillant. Madame Hewitt s'avança, tremblante. Mais pourquoi? Pourquoi créer une telle mascarade? Holmes la fixa intensément. Parce qu'il savait qu'on tenterait de le tuer, et il a transformé sa demeure en piège. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Victoria porta une main à sa gorge. « Que voulez-vous dire ?» Sir Edmund Caversham était un homme hanté par la culpabilité. Il avait porté le poids de la mort de son frère Harold,
du sabotage involontaire qui avait causé l'effondrement du pont. Il savait que certaines personnes le haïssaient pour cela. Holmes se mit à arpenter la pièce. Alors, il a conçu Thornwick Manor, non seulement comme un monument à Harold, mais comme un système de surveillance et de défense. Il désigna les miroirs aux angles impossibles. Ces miroirs ne sont pas décoratifs. Ils permettent d'observer chaque recoin de la maison depuis certains points stratégiques. Les mécanismes que nous avons découverts, les objets qui bougent, les portes qui s'ouvrent, les pas fantomatiques, n'étaient pas destinés à créer une atmosphère surnaturelle pour le plaisir. Ils servaient à effrayer les intrus, à les désorienter, et surtout, Holmes s'arrêta devant un grand miroir et appuya sur un ornement du cadre. Un panneau coulissa dans le mur adjacent, révélant un petit cabinet d'observation. À révéler leur présence, chaque mécanisme activé déclenchait un signal dans cette pièce. Sir Edmund pouvait savoir exactement où se trouvait quelqu'un dans sa maison, à tout moment. Gregson s'avança, fasciné. C'est extraordinaire. Mais s'il disposait d'un tel système, comment a-t-il pu être tué? Excellente question, inspecteur. Holmes sortit le carnet retrouvé dans la main du mort. Parce que son assassin connaissait l'existence de ces dispositifs. Voyez ces notes. Sir Edmund cherchait frénétiquement quelque chose dans les jours précédant sa mort. La chambre véritable, mentionnait-il sans cesse. Il avait compris qu'un élément de son propre piège avait été modifié, saboté. Il se tourna brusquement vers Madame Hewitt. « Vous étiez au service de Sir Edmund depuis 15 ans, n'est-ce pas? Depuis exactement l'internement d'Harold. » La gouvernante recula d'un pas. « Oui. Et avant cela, où travailliez-vous » Un long silence. Holmes n'attendit pas sa réponse. « Vous étiez infirmière à Broadmoor. Vous vous occupiez d'Harold Caversham. » Le visage de Madame Hewitt se décomposa. Thomas, le majordome, la regarda avec stupeur. « Margaret, c'est vrai ? Sir Edmund vous a engagé, continua Holmes impitoyablement, parce que vous connaissiez son frère, parce que vous compreniez sa maladie. Il pensait que vous seriez compatissante. Mais il ignorait quelque chose, n'est-ce pas ? » La gouvernante leva vers lui des yeux brillants de larmes contenues. « Je l'aimais, » murmura-t-elle d'une voix brisée. Harold était un génie incompris. Tout le monde le traitait comme un fou. Mais moi, je voyais sa beauté intérieure, son esprit magnifique. Et quand il est mort, vous avez décidé de venger son génie bafoué. Holmes croisa les bras. Sir Edmund vous a montré les plans de cette maison avant sa construction. Il vous a expliqué les mécanismes, sollicité même vos conseils pour certains aspects. Il vous faisait confiance. Et vous avez utilisé cette confiance pour apprendre chaque secret de Thornwick Manor. Victoria s'était levée, horrifiée. « Vous avez tué mon oncle ? Vous ?» Madame Hewitt ne répondit pas, mais ses mains tremblaient violemment. Holmes se rapprocha d'elle. Les objets errants n'étaient pas destinés à effrayer les intrus, mais à surveiller les habitants eux-mêmes. Sir Edmund avait commencé à vous soupçonner. Il cherchait la preuve de vos manipulations. Le plâtre sous ses ongles provenait d'un mur qu'il grattait, cherchant un mécanisme que vous aviez modifié. « Comment l'avez-vous compris ?» demanda enfin la gouvernante, sa voix à peine audible. Parce qu'un détail ne collait pas. La position du corps suggérait une chute impossible depuis l'escalier visible. Mais si l'on considère qu'il existe un autre passage, un autre escalier dissimulé, tout devient clair.
Vous connaissiez tous les secrets de cette maison. Vous seul pouviez l'avoir tuée. Le silence qui suivit la déclaration de Holmes était presque insoutenable. Tous les regards convergeaient vers Madame Hewitt, dont le visage austère s'était figé dans une expression indéchiffrable. Puis, lentement, quelque chose se brisa en elle. Ses épaules s'affaissèrent et un rire amer s'échappa de sa gorge. « Vous êtes aussi brillant qu'on le dit, monsieur Holmes. Harold aurait apprécié votre intelligence. »« Margaret !» s'écria Thomas, le majordome, son visage exprimant l'horreur et l'incrédulité. « Dites-leur que ce n'est pas vrai. » Mais la gouvernante l'ignora, ses yeux sombres fixés sur Holmes avec une intensité troublante. « Comment avez-vous su ? Vraiment su, je veux dire. Vous n'avez aucune preuve matérielle. » Holmes s'avança d'un pas. « Au contraire, j'ai toutes les preuves nécessaires. Voulez-vous que je les énumère devant tous, ou préférez-vous avouer dignement ?» Un long moment s'écoula. Madame Hewitt parcourut du regard l'assemblée. Victoria qui la fixait avec dégoût, les domestiques terrifiés, Gregson qui faisait signe au constable de se rapprocher. Finalement, elle hocha la tête avec lassitude. « Soit. Racontez votre version, monsieur Holmes. Je vous corrigerai si vous vous trompez. » Mon ami se plaça au centre du salon, adoptant cette posture de narrateur qu'il affectionnait lors de ses révélations finales. Commençons par le commencement. Margaret Hewitt, si tel est votre véritable nom, était infirmière en chef à l'asile de Broadmoor. Elle y rencontra Harold Caversham il y a 20 ans et tomba amoureuse de lui. « Il n'était pas fou », interrompit-elle d'une voix vibrante. « Différent, certes. Sa perception du monde était unique, magnifique. Il voyait des dimensions que nous autres, esprits étriqués, ne pouvions concevoir. »« Et vous avez cru en son génie ?» continua Holmes sans se laisser démonter. « Vous avez passé 15 années à ses côtés, écoutant ses théories architecturales, ses accusations contre son frère. Harold vous a tout raconté, le sabotage supposé du pont, l'exploitation de ses idées, la trahison fraternelle. Ce n'était pas supposé. » La voix de Madame Hewitt monta d'un ton. « Edmund lui a volé sa vie. Il a corrigé ses plans, provoquant l'effondrement. Puis il l'a fait enfermer pour dissimuler sa culpabilité. » Holmes secoua la tête. « Non, madame. J'ai étudié les lettres d'Harold. Dans ces derniers jours, il a reconnu la vérité. Edmund avait agi par amour, tentant désespérément de le sauver de sa propre perception déformée. Mais vous n'avez jamais accepté cette rédemption, n'est-ce pas ? » Le visage de la gouvernante se durcit. Ces dernières lettres étaient le fruit d'un esprit brisé par les médications. Le véritable Harold savait la vérité. Quand Harold est mort il y a 6 mois, vous avez décidé de venger ce que vous perceviez comme son génie bafoué. Holmes se dirigea vers le plafond de la pièce circulaire, où Sir Edmund était mort. Sir Edmund vous faisait confiance. Vous étiez sa gouvernante depuis 15 ans. Il vous avait montré tous les secrets de Thornwick Manor, sollicité même vos conseils sur certains mécanismes, pensant que votre connaissance d'Harold vous rendrait précieuse. Il m'a montré comment honorer la mémoire d'Harold, acquiesça-t-elle froidement, sans comprendre qu'il signait ainsi sa propre condamnation. Holmes pointa vers un ornement du plafond que je n'avais jamais remarqué. Là-haut se trouve une trappe dissimulée, accessible uniquement depuis le grenier. Vous avez installé un système de cordes et de contrepoids, utilisant les mêmes principes mécaniques
que Sir Edmund avait conçu pour ses illusions. Gregson fit signe à un constable de vérifier. L'homme disparut et revint quelques minutes plus tard, hochant la tête. « C'est exact, inspecteur. Il y a bien une trappe et des câbles. La nuit du meurtre, vous avez attiré Sir Edmund dans cette pièce sous un prétexte quelconque. Holmes mima la scène. Vous vous êtes excusé et êtes monté au grenier. Puis vous avez actionné le mécanisme. La trappe s'est ouverte silencieusement et vous avez fait descendre une barre métallique suspendue au câble. Un contrepoids de 40 livres, précisa Madame Hewitt d'une voix détachée, presque professionnelle. Suffisant pour assommer un homme de la corpulence de Sir Edmund. Victoria poussa un cri étouffé. « Comment pouvez-vous parler ainsi, avec ce sang-froid monstrueux ?» La gouvernante tourna vers elle un regard glacial. « Votre oncle a détruit l'homme que j'aimais. Je n'éprouve aucun remords. » Holmes reprit son récit. « Mais Sir Edmund n'est pas mort du premier coup. Il était plus résistant que vous ne l'anticipiez. Il s'est débattu, a tenté de s'accrocher au mur. C'est à ce moment qu'il a gratté le plâtre, laissant ses traces sous ses ongles. Il a fallu que je descende, admit Madame Hewitt, que j'en finisse à main nue. Il m'a reconnu, bien sûr. Dans ces derniers instants, il a compris. « Et qu'a-t-il dit ?» demanda Holmes doucement. Un silence. Puis, pour la première fois, une émotion passa dans la voix de la gouvernante. Il a dit « Harold vous aurait détesté pour cela. » Ces mots flottèrent dans l'air. Je vis une fêlure dans le masque de froideur de Madame Hewitt, un instant de doute qui traversa ses traits. Vous avez ensuite disposé le corps pour simuler une chute depuis l'escalier visible, continua Holmes. Vous connaissiez assez la maison pour savoir que les enquêteurs seraient désorientés par son architecture impossible. Vous avez volé des outils dans l'atelier de Voss, prévu des témoins pour l'incriminer. Un plan soigneusement orchestré. Qui aurait fonctionné sans votre intervention ? Reconnut-elle avec une pointe d'amertume. Gregson s'avança enfin. Margaret Hewitt, je vous arrête pour le meurtre de Sir Edmund Caversham. Tandis que les constables lui passaient les menottes, elle se tourna une dernière fois vers Holmes. Une question, monsieur. Comment avez-vous réellement su que c'était moi? Avant toutes ces déductions, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Holmes la regarda gravement. Vos mains. Dès notre première rencontre, j'ai remarqué qu'elle tremblait. Pas de peur ou de chagrin, mais à cause d'un effort physique récent et inhabituel pour une femme de votre âge. Les muscles de vos avant-bras présentaient également une légère inflammation. Actionner un système de contrepoids exige une force considérable. De plus, vous connaissiez trop bien l'histoire d'Harold pour une simple gouvernante. Vous parliez de lui avec l'intimité de quelqu'un qui l'avait profondément connu. Observateur jusqu'au bout, murmura-t-elle. Puis, tandis qu'on l'emmenait, elle lança d'une voix forte. Harold était un génie. L'histoire le reconnaîtra. Cette maison en est la preuve. La porte se referma sur elle. Un silence pesant s'installa dans le salon. Victoria s'était effondrée sur le sofa, en larmes. Thomas et les autres domestiques semblaient en état de choc. Holmes se tourna vers moi, l'épuisement visible sur son visage. Une bien triste affaire, Watson. L'amour dévoyé en vengeance, le génie transformé en folie, et au final, 2 frères détruits par un destin tragique. Et Voss, demandai-je. Innocent, évidemment. Il sera libéré immédiatement.
Holmes contempla une dernière fois le salon aux perspectives impossibles. Quant à Thornwick Manor, elle demeurera ce que Sir Edmund voulait qu'elle soit, un monument à la culpabilité et au pardon. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrestation de Margaret Hewitt. Holmes et moi nous trouvions une dernière fois à Thornwick Manor, en compagnie de Maître Aldridge, qui tenait dans ses mains tremblantes l'enveloppe scellée contenant le nom de l'héritier mystérieux. « Monsieur Holmes, déclara le notaire, vous avez résolu le meurtre de Sir Edmund. Selon les termes du testament, vous avez également élucidé la véritable nature de cette demeure. Je crois qu'il est temps d'ouvrir cette enveloppe. » Nous étions réunis dans la chambre scellée, désormais accessible à tous. Victoria Caversham se tenait près de la fenêtre, son visage toujours marqué par le choc des révélations. Nathaniel Voss, libéré de toute accusation, était assis sur une chaise, son regard voilé contemplant la maquette de la maison normale qu'Harold avait un jour imaginée. Holmes hocha la tête. « Procédez, maître Aldridge. » Le notaire brisa le seau de cire rouge et déplia le document. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le nom. « Messieurs, dames, l'intégralité de la fortune de Sir Edmund Caversham, ainsi que Thornwick Manor elle-même, sont légués à... » Il leva les yeux vers l'assemblée. « Monsieur Nathaniel Voss. » Un silence stupéfait accueillit cette révélation. Victoria porta une main à sa bouche. Voss se redressa sur sa chaise, abasourdi. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Pourquoi Edmund, après tout ce qui s'est passé ?» Holmes s'approcha du bureau d'Harold et en sortit une dernière lettre que nous n'avions pas encore lue, cachetée à l'intention de Voss. « Sir Edmund souhaitait que vous lisiez ceci après la révélation du testament. » Les mains tremblantes, le vieil architecte décacheta la lettre et commença à lire à voix haute, sa voix se brisant à plusieurs reprises. « Mon cher Nathaniel, si vous lisez ces lignes, c'est que la vérité a enfin été mise au jour et que vous avez été innocenté du crime dont on vous aura sans doute accusé. Car je sais qu'on tentera de me tuer et que vous serez le suspect idéal. Il est temps que vous sachiez ce que j'ai caché pendant 20 ans. Le pont de Blackfriars South ne s'est pas effondré à cause de vos plans. Ce n'est pas moi non plus qui les ai sabotés, comme vous l'avez cru. C'était Harold. » Voss s'interrompit, le souffle court. Victoria s'était rapprochée, écoutant avec une attention fiévreuse. Holmes fit signe à Voss de continuer. « Mon frère était jaloux de votre talent, Nathaniel. Vous étiez le seul architecte qu'il considérait comme son égal, voire son supérieur. Quand la compétition pour la galerie d'art fut annoncée, Harold a craint que vous ne l'emportiez. Alors, profitant de son accès à votre atelier, où nous travaillions parfois ensemble, il a modifié subtilement vos calculs de charge pour le pont. J'ai découvert cette vérité il y a 10 ans seulement, en examinant d'anciens carnets d'Harold lors d'une visite à Broadmoor. Il l'avait consigné avec une précision maniaque, expliquant chaque modification apportée à vos plans. Il était déjà profondément malade, mais cette révélation m'a anéanti. Vous aviez raison de m'accuser, même si vous vous trompiez sur l'identité du coupable. J'aurais dû parler, révéler la vérité. Mais comment pouvais-je livrer mon propre frère, déjà interné, déjà brisé? J'ai choisi le silence et porté votre haine comme pénitence. Thornwick Manor est ma confession. Cette maison inversée représente le monde tel qu'Harold le percevait, mais aussi ma propre vie, une existence à l'envers, bâtie sur un mensonge, où rien n'est à sa place véritable. Je vous lègue ma fortune,
non comme aumône, mais comme réparation. Utilisez-la pour reconstruire ce que ma lâcheté a détruit. Ou brûlez cette maudite maison et oubliez-nous tous. Pardonnez-moi si vous le pouvez. Edmund Caversham Voss replia lentement la lettre, des larmes coulant sur ses joues ridées. 20 ans, murmura-t-il. 20 ans de haine pour un crime qu'il n'avait pas commis. Sir Edmund a porté cette culpabilité jusqu'à la fin, observa Holmes doucement. Thornwick Manor n'était pas seulement un monument à Harold. C'était un aveu architectural, une confession en 3 dimensions. Chaque porte menant vers un mur représentait un mensonge, chaque escalier vers le vide, une impasse morale. Victoria s'était effondrée dans un fauteuil. Mon oncle était donc innocent. Tout ce que je croyais savoir sur lui était incomplet, compléta Holmes. Sir Edmund Caversham était un homme tourmenté qui a sacrifié sa réputation pour protéger la mémoire d'un frère qu'il aimait malgré tout. Sa seule faute fut le silence. Je m'approchais de la maquette, cette version normale de Thornwick Manor qu'Harold avait conçue avant que la maladie ne le rattrape. Que va-t-il advenir de cette maison? Voss se leva péniblement, s'appuyant sur sa canne. Il contempla longuement la pièce, les carnets d'Harold, les photographies des 2 frères unis. Je ne la détruirai pas. Elle demeurera ce qu'Edmund voulait qu'elle soit, un témoignage. Les frères Caversham étaient des génies, l'un brillant dans la lumière de la raison, l'autre perdu dans les ombres de la folie. Cette maison honore les 2. Il se tourna vers Victoria. « Mademoiselle, votre oncle vous a déshérité, mais sachez que je partagerai cette fortune avec vous. Vous êtes sa seule famille vivante. » Victoria le regarda longuement, puis hocha la tête avec dignité. « Merci, monsieur Voss. Je crois que mon oncle aurait approuvé. » Elle ramassa son réticule et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta sur le seuil. « Messieurs, je vous souhaite de ne jamais connaître le fardeau des secrets de famille. Ils construisent des prisons plus solides que n'importe quelle pierre. » Elle quitta Thornwick Manor sans se retourner. Quelques jours plus tard, alors que nous étions de retour dans le confort de Baker Street, Holmes fumait sa pipe près de la cheminée, tandis que je consignais cette extraordinaire affaire dans mon carnet. « Une bien curieuse enquête, Watson, » commenta-t-il. « Un meurtre résolu, une innocence restaurée, et pourtant, je ne ressens aucun triomphe. Parce que la véritable tragédie n'était pas le meurtre, mais ce qui l'a précédé, répondis-je. 2 frères détruits par un destin cruel, un homme qui a porté une culpabilité qui n'était pas la sienne, et une femme qui a transformé l'amour en vengeance meurtrière. » Holmes acquiesça silencieusement. « Les hommes construisent des labyrinthes, Watson. Certains en pierre et en mortier, d'autres dans les recoins de leur conscience. Sir Edmund Caversham a construit les 2. Thornwick Manor demeurera comme testament à cette double architecture, celle du monde extérieur et celle, infiniment plus complexe, de l'âme humaine. Je posais ma plume et contemplais les lumières de Londres à travers notre fenêtre. Quelque part à Hampstead, la maison inversée continuait d'exister, ses portes donnant sur des murs, ses escaliers menant vers le vide, monument éternel à la culpabilité, au génie et aux secrets qui façonnent nos vies autant que n'importe quelle architecture. Ainsi se conclut l'affaire de la maison inversée, l'une des plus étranges et des plus mélancoliques que j'ai eu à rapporter dans mes chroniques des exploits de Sherlock Holmes. Fin de l'histoire.